C'est une sensation unique. Je connais rien de plus grisant. C'est comme si tu pouvais voler, comme s'il te poussait des ailes. Quand on a ça dans le sang, on ne peut pas s'en passer. Il en faut toujours plus. Une fois qu'on a les bouchons dans les oreilles et le casque sur la tête, c'est le silence total. Le reste du monde n'existe plus. On pense uniquement à la course. D'abord, mon esprit se vide complètement. Et ensuite, il se déchaîne. Tout ça, c'est sans doute grâce à Monsieur Hacom, mon instit en primaire. Il plaisantait pas avec les bonnes manières. Il était de la vieille école. Sacré bonhomme. Si on n'était pas sage, il nous donnait une fessée avec une pantoufle. Il la faisait chauffer sur un radiateur avant de s'en servir. Et si ça suffisait pas, on allait ramasser des cailloux pour faciliter le passage de la tondeuse à gazon. Il avait son propre terrain de golf au fond de la cour et notre punition principale, c'était de prendre soin de l'herbe du green. Et ça me donnait envie de faire la course avec la tondeuse. Mon premier moteur venait d'une Suffolk Punch. Je dois l'avoir quelque part encore. Je jouais tout le temps avec. Je m'intéressais pas trop aux filles. Aujourd'hui encore, on peut pas dire que ce soit une grande préoccupation chez moi. C'est pas que je sois homosexuel. Mais j'ai toujours préféré jouer avec les camions et les moteurs. Ça n'a pas vraiment changé. Je suis resté un gamin. T'as la clé? Ouais. C'est parti. Attention. Tu l'attrapes? Ouais. Je pense qu'il faut être un peu fou pour faire de la course sur route. La vache. Il est serré à fond, lui. Comment on pourrait dire? On a une araignée au plafond? Un petit vélo dans la tête? Une case en moins? Ça, je le dis souvent. Il nous manque une vis? Pour les non-initiés, j'imagine que tous les pilotes du Tourist Trophy doivent avoir une case en moins. Remporter une course au trophy, c'est une vraie consécration chez nous. Moi, j'ai pas encore réussi, mais je m'accroche. Barry Sheene n'aimait pas ce circuit, non? Il le trouvait trop dangereux. Comme quoi, même lui avait un côté petite nature, apparemment. Bon, ici, c'est réglé. Alors? C'est mieux. J'ai vu les briseurs de barrage l'autre jour. L'attaque avec les bombes rebondissantes de Barn Wallis. Il en a eu l'idée à cause de... C'était pas Napoléon. Le gars avec les navires de guerre, ça commence par un N, mais c'est pas Napoléon.
On a tous des loisirs et des plaisirs différents. Moi, j'aime pas aller au bistrot, j'aime pas m'envoyer en l'air. C'est pas désagréable, mais c'est pas mon truc. Je préfère la moto ou le vélo, c'est une question de goût. Si on était tous pareils, tout le monde participerait au Tourist Trophy. Mais on a des motivations différentes. Moi, c'est ça qui me motive. Et je continuerai jusqu'à ce que je gagne. Je veux gagner 5 courses en une semaine. Personne n'a jamais réussi. Après ça, j'arrête et je me trouve autre chose à faire. J'ai un autre objectif aussi. C'est un truc énorme. Enfin non, j'exagère. On peut pas dire que ce soit vraiment énorme. On exagère toujours quand on parle. C'est comme quand on dit « c'est incroyable ». Ça veut rien dire, incroyable. Le jour où je verrai quelqu'un manger sa propre tête, là oui, je dirais « c'est incroyable ». Parce que franchement, j'y crois pas. Mais il faut jamais dire jamais. Incroyable! C'est vraiment incroyable! À l'époque, je me prenais pour Evel Knievel, le grand cascadeur. J'avais la tenue et le casque aux couleurs du drapeau américain, comme lui. Mon père m'avait fabriqué une rampe, et je sautais par-dessus 14 bus miniatures, alors que lui sautait par-dessus 14 vrais bus. Je lui ai écrit une lettre pour faire un saut avec lui, mais j'attends toujours la réponse. J'ai toujours eu ça en moi. Aucun autre sport ne m'intéresse vraiment. Ça a toujours été les motos, rien d'autre. John est resté un petit garçon au fond. Il est un peu fou. Quand je l'ai rencontré, il avait arrêté le motocross et il voulait se mettre à la moto de course. Il a toujours dit, un jour, je ferai le Tourist Trophy de l'île de Man. Je veux juste gagner une course, une seule. Après, j'arrête. Il a gagné sa première course en 250 et on s'est dit, Dieu merci, c'est terminé. Mais ça lui a juste donné encore plus envie. Quand j'avais 10 ans, je regardais déjà cet événement et ça me passionnait. Je me disais, un jour, je gagnerai une de ces courses. Mais si quelqu'un m'avait dit que je remporterais 15 victoires, je me serais sans doute moqué de lui. Et pourtant, aujourd'hui, j'en suis là. Mais j'ai toujours autant le trac, tous les ans, quand je me dis que la date du TT approche. Je commence à angoisser plusieurs mois avant la compétition. Chaque fois que j'y pense, j'ai un pincement au cœur. Je me mets à ranger la maison et le garage. Tout doit être à sa place. Je tonds la pelouse, je lave les voitures, histoire d'avoir tout prévu au cas où il m'arriverait quelque chose. J'y pense de temps en temps, évidemment. C'est inévitable. C'est une réalité qu'il faut être prêt à affronter. Peut-être que je ne reviendrai pas. John McGuinness, 17 minutes 43, moyenne 205,48 km/h, record du Tour. Chaque année, des générations entières d'hommes et de femmes ont fait ce pèlerinage à l'île de Man pour se confronter pendant 2 semaines extraordinaires à ce circuit de renommée internationale, surnommé le parcours de la montagne, synonyme de vitesse et de gloire. À l'époque où la vitesse était limitée à 30 km/h sur les routes anglaises et que les courses étaient interdites, quelques passionnés de moto ont voulu se mettre à l'épreuve jusqu'à repousser leurs limites de vitesse et d'endurance. Ils se sont réunis sur l'île de Man et c'est ainsi qu'en 1907, le Tourist Trophy a vu le jour. Vous voyez? Regardez la suspension. Vous voyez? Et si je fais ça... Regardez. C'est là que ça se passe. Vous voyez? C'est génial. Vous trouvez pas? Non? Guy et moi, on a une relation père-fils très banale. Oui. On veut toujours avoir raison. Ouais. Je vais faire chauffer de l'eau. Ça, c'est un Steadicam. Il doit avoir des sortes d'amortisseurs dedans. Quoi? C'est un système qui permet de filmer sans que la caméra tremble. C'est le principe, ouais. C'est pas donné, je parie. Ça coûte combien, ce bras? 14. 14 quoi? 14 000. Tu déconnes? 14 000 balles? 14 000? J'y crois pas. Tiens, regarde ça. 14 000 balles. Mon premier trophy, c'était en 1974.
Je pilotais une Norton Commando Gus Kuhn. Je croyais que j'allais être la star. Je suis parti de... T'avais quel âge? J'avais quel âge? 1974, 1947. Ça fait combien? Je sais pas. 74 moins 47? Pas facile. Bref, je passe Glen Helen, je grimpe la colline, j'accélère, je descends la pente. Je ne vois plus la route. Je décolle et je quitte la piste. La moto s'est retrouvée en 3 morceaux et je me suis cassé le dos. Mais l'année d'après, j'y suis retourné. Le pire accident que j'ai eu, c'était sans doute à Northwest en 2008. Juste après Black Hill, la roue avant est partie au moment le plus critique. J'ai décollé et j'ai atterri les fesses sur le trottoir à presque 200 km/h. J'ai rien eu, mais la moto était morte, complètement explosée. Je m'en suis tiré, mais ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, si jamais ça se reproduit, à la moindre erreur, c'est terminé. Mais c'est exaltant aussi. Je suis pas maso, j'essaie pas de me tuer. Au contraire, je veux aller au bout de la course. Mais ce qui est grisant, c'est ce danger permanent. Le risque de se planter à tout moment. C'est une sensation vraiment unique. Juste avant l'accident, on ne ressent aucune panique en fait. On se dit juste, oula, c'est fini. En 10 ans de course, ça m'est arrivé seulement 4 fois, dont 3 fois au Tourist Trophy. Je vais à la salle de sport 2 fois par semaine et je vais faire du VTT 2 fois par semaine aussi. J'aime bien m'entraîner. Ça m'aide à rester concentré sur mon objectif. Et évidemment, ça me permet aussi de ne pas perdre la main. Je m'entraîne régulièrement, c'est une habitude. J'ai toujours aimé les motos, même si mes parents trouvaient ça trop dangereux. À l'âge de 15 ans, j'ai réussi à les convaincre de m'en acheter une. Ils ne voulaient pas que je conduise une moto de course. Alors ils m'ont acheté une petite moto de trial. Mais dès que j'ai eu 17 ans, j'ai passé mon permis et je me suis acheté une moto de course. J'ai rencontré une bande de jeunes qui avaient récupéré une vieille caravane en piteux état et on a fait le tour du pays. On allait voir des compétitions, on faisait des barbecues, on participait à des courses. C'était une expérience vraiment formidable. Les aptitudes naturelles permettent d'atteindre un certain niveau. Mais je ne veux surtout pas me retrouver dans une course très serrée et perdre parce que je ne serai pas suffisamment en forme. Ce serait vraiment terrible pour moi. L'entraînement, c'est un peu une obsession chez moi. Je n'ai qu'une seule idée en tête. Gagner la course. Les 60 km de route qui composent ce circuit ont donné autant d'occasions aux pilotes de devenir des champions et des héros. Ils doivent franchir le plus vite possible plus de 200 virages pour remporter la course la plus difficile du monde, qui peut totaliser jusqu'à 6 tours. Pendant la semaine du Trophy, 5 courses ont lieu, dont la célèbre Senior TT. Les pilotes peuvent atteindre les 320 km/h sur des routes où chaque virage peut constituer un danger mortel. Entre 1911 et 2010, 231 pilotes ont perdu la vie sur ce circuit impitoyable. Remporter une seule course du TT est un exploit considérable. Le champion absolu est le légendaire Joey Dunlop, qui totalise 26 victoires. John McGuinness détient le record du meilleur tour, et Phil McCallen est le seul pilote à avoir remporté 4 courses sur 5 la même année. Personne n'a encore gagné les 5 courses. Voici notre cher mécanicien, Guy Martin. Le costume n'est pas revenu du pressing? Non. On me reproche souvent de ne pas m'exprimer comme il faut, de ne pas m'habiller convenablement et ainsi de suite. Ça m'agace un peu parce que c'est beaucoup moins drôle, je trouve. Alors que Wilson est d'accord avec moi, le but, c'est de s'amuser et de gagner. Pour moi, c'est comme David et Goliath. C'est ça qui me motive énormément. Parfait. Guy intègre une petite équipe, mais il peut gagner. D'ailleurs, on n'a pas vraiment signé de contrat tous les deux. Juste une bonne poignée de main, hein Wilson?
Disons que c'était un accord tacite entre deux hommes respectables. Moi, un homme respectable? Oh, il y a largement pire que toi. Il y a beaucoup mieux aussi. Tu te souviens quand je me paluchais? Oh oui, souvent je me réveillais et tu étais en pleine action. Je me recouchais le temps que tu finisses. Tu dormais juste au-dessus de moi. Oui, malheureusement. Et après ma fracture de la cheville, je me suis rendu compte que mes orteils remuaient tout seuls. Oui, des petits tressautements. Quand je me paluchais. Du coup, je voyais ses orteils bouger. Et là, tu savais. Je savais qu'il fallait que je te laisse quelques minutes. Ouais, le temps de finir. Dans les semaines qui précèdent le Trophy, chaque course donne l'occasion d'améliorer sa moto, de séduire de nouveaux sponsors et de perfectionner ses réflexes pour la grande épreuve de l'île de Man. T'as tout ce qu'il faut? On n'est pas là pour battre des records de vitesse ou pour gagner la course. Le but, c'est de tester la moto. Il faudra qu'on vérifie la transmission. Il faut être un bon mécanicien pour travailler avec moi. J'ai des exigences très précises. Beaucoup de pilotes se contentent d'enfourcher leur machine et de mettre les gaz, mais moi, j'ai besoin de connaître ma moto à fond. Je veux comprendre comment ça fonctionne au niveau mécanique. Comme ça, je peux prévoir les réactions de la moto en fonction de la situation. On ne peut pas se contenter de foncer bêtement sans se soucier des conséquences. On risque d'abîmer quelque chose si on ne fait pas attention. On connaît personne qui peut nous passer un autre embrayage? Non. La pire crainte de tous les pilotes, c'est la défaillance mécanique. Il arrive qu'un composant lâche quand le moteur s'emballe. C'est pas vrai. Et ce genre de choses, ça ne pardonne pas. Surtout aux touristes Trophy, parce qu'au moindre accident, il faut attendre 1 an pour retenter sa chance. Pour moi, Chris Mayhew est un véritable héros. Il est un peu fou, mais très gentil. Il aime beaucoup les chiens. Il leur parle tout le temps. Et il adore les vieilles pendules. Il fait du vin aussi. Il a une vigne dans son jardin qui pousse jusque dans sa véranda. Il a fait un trou dans le mur pour la laisser passer. Et il cueille le raisin pour faire son propre vin. On voit pas ça souvent, non? J'ai participé au Trophy en 73. 2 courses, 2 accidents. En fait, j'ai passé plus de temps à l'hôpital que sur la piste. Je récupère des moteurs de série et j'en fais des moteurs de course. Ma plus grande fierté, c'était pour les 100 ans du Trophy. Tous les vainqueurs avaient un moteur qui venait de mon atelier. Je pense que Guy a la meilleure moto possible. Je ferai de mon mieux pour travailler dessus. Et il peaufinera derrière, évidemment. S'il en est satisfait, ça veut dire que ça marchera bien pour nous. Je suis confiant. Avec un peu de chance, on aura de bons résultats. Mais il ne faut pas qu'on se dise que c'est notre tour. Ce n'est jamais le tour de personne. Il faut juste avoir les bons ingrédients et les utiliser intelligemment. Les pilotes ont une dernière occasion de préparer leur moto au Trophy lors des courses du Northwest 200 qui ont lieu sur les routes d'Irlande du Nord. Tout le monde est prêt pour le début de la course. Ça y est, ils sont partis. Et on dirait que Michael Dunlop se distingue déjà. On peut le voir sur les images. Il va arriver en haut de la colline dans quelques instants. 265 km/h. Ça, c'est du virage. Michael Dunlop et son frère William représentent la nouvelle génération d'une dynastie de pilotes qui a commencé avec leur oncle Joey et leur père Robert. C'était les plus grands pilotes de course au monde, je pense. Ils m'ont énormément inspiré. On les décrit souvent comme des héros ou des stars, mais comme j'ai grandi avec eux, c'était des gens normaux pour moi. Alors âgé de 49 ans, Joey n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires lors du Trophy de l'an 2000, en réalisant le 3e hat-trick de sa carrière. Il a perdu la vie 3 semaines plus tard, lors d'une course peu connue en Estonie. Plus de 50 000 personnes ont assisté à son enterrement. Son frère Robert a failli mourir lors du Trophy de 1998, dans un accident causé par sa roue arrière. Mais il a continué les courses de moto, jusqu'à sa mort en 2008, pendant le tour d'essai du Northwest 200. Il connaissait bien le circuit, mais il y a eu une défaillance mécanique. Ça arrive même aux meilleurs. C'était une grande perte pour le sport et pour nous personnellement. Mais ce samedi-là, j'ai eu envie de piloter la 250. C'est Michael Dunlop.
2 jours après la mort de son père, Michael a remporté la course dans un moment chargé d'émotions. Je ne peux même pas imaginer ce qu'il ressent actuellement. C'était beaucoup plus qu'une simple course. J'étais très jeune à l'époque et je ne pensais qu'à m'amuser. On n'est jamais vraiment préparé à ce genre d'événement. J'ai dû passer à l'âge adulte en très peu de temps. J'espère qu'ils sont là-haut et qu'ils sont heureux. Connor Cummins! Connor Cummins, le pilote de l'île de Man. Il est à pleine vitesse. Oh, il est tombé. Cummins est à terre. J'ai dépassé Ryan et en sortant du virage, l'arrière de la moto s'est dérobé et je suis passé par-dessus le guidon. J'ai eu beaucoup de chance. Je m'en suis tiré presque sans une égratignure. Et du coup, j'ai participé à la course suivante. Quand on tombe de cheval, il faut se remettre en selle immédiatement. Guy aussi a eu son lot de mauvaises chutes. Je vais bien. C'est pas grave, si? C'est juste une éraflure. Et mon doigt a pris un peu aussi, regardez. Je me suis déconcentré. Il y avait trop de choses à gérer, c'est ma faute. Je me suis pris le trottoir et je me suis retrouvé dans l'herbe. La moto a pas trop souffert, on a juste changé... On a changé quoi? Quelques pièces moteurs. Plus de peur que de mal. Je vois de la fumée. C'est Guy Martin. Guy Martin vient de casser son moteur. Pendant la deuxième course, Guy part en sur-régime et son moteur lâche. C'est fini pour lui. On n'a pas obtenu de très bons résultats. Ça ne s'est pas complètement passé comme prévu. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. C'est une expérience qui nous permet de progresser. On n'est jamais trop vieux pour apprendre. Le point positif, c'est que Guy ira au trophy avec 2 moteurs flambant neufs. Au niveau de la vitesse, on peut faire mieux, mais ça va. La stabilité est bonne, la tenue de route aussi. Il y a quelques problèmes, mais dans l'ensemble, on s'en sort bien. Je vais assister au trophy. J'ai réservé le ferry et j'y vais avec le camping-car. C'est ça ou rester à la maison en attendant que le téléphone sonne pour annoncer une mauvaise nouvelle. Autant être sur place près de lui. Tu as ton sac? Oui, oui. Depuis plus de 100 ans, les passionnés de moto se rassemblent sur l'île de Man pour regarder leurs héros affronter le circuit du trophy. Ces pilotes d'exception très soudés ne participent pas pour remporter le modeste prix du tournoi, mais pour l'amour du sport et la gloire de la victoire. Les habitants de l'île de Man grandissent au milieu des motos et des courses. C'est une province rurale tranquille, avec de petites routes de campagne. Et soudain, du jour au lendemain, ces routes voient passer toutes les équipes de motards. Et c'est comme si l'île prenait vie. C'est formidable. Toutes ces histoires, ces parcours de vie qui culminent lors de cette glorieuse course, c'est un festival, un grand rassemblement de tous les amoureux de la moto. On se raconte les anecdotes des courses célèbres assis sur les talus à travers l'île tout entière. Ces histoires reprennent vie chaque année. On ne se lasse jamais de les raconter. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'adeptes de la moto qui connaissent bien le Tourist Trophy, comme moi. Et cet événement figure sur leur liste de choses à voir avant de mourir. C'est pour ça que je suis là. J'ai toujours voulu voir ça. Mon père et moi, on évoquait souvent la possibilité d'y aller, mais on ne l'a jamais fait. Maintenant, il est décédé, mais j'ai enfin pu venir. Et peut-être que plus tard, je pourrais partager ça avec lui d'une manière ou d'une autre. Ça fait 27 ans que je viens au trophy habillé comme ça. Et dans 27 ans, je serai ici, avec les mêmes vêtements. Je m'appelle Karen Anderson et je suis venue d'Australie pour voir Cameron Donald participer au trophy. On s'installait en haut, sur le balcon, et on regardait les pilotes qui passaient devant la maison. Il y avait un lampadaire juste devant. Quand ils arrivaient, ils se penchaient et ils faisaient ça, pour éviter le lampadaire. Et à chaque fois, je retenais ma respiration. Oh, un autre, et un autre. C'était génial. Ouais, je sais ce qu'on risque. Mais avec ma femme, pas d'excès de vitesse, sinon je me prends une rouste.
C'est vraiment dangereux. Ça va très vite. On vient admirer les hommes les plus courageux du monde. Et si vous n'êtes pas emballé par ce spectacle, c'est que vous êtes insensible. Ça, c'est sûr. À peine arrivé, Guy veut modifier la suspension et notamment le bras oscillant, qui est crucial pour changer rapidement la roue. Wilson, il faut mettre l'autre bras oscillant et changer la roue. C'est de la daube et ça va poser problème. Si c'était moi qui récupérais la moto, on éviterait ce genre de problème. Je l'avais dit, ça, dès le début. Les autorités n'apprécient pas que Guy travaille sur sa moto hors du paddock de la course. Je savais qu'il y aurait des tensions. Alors j'ai apporté mon matelas gonflable et je dors dans ma camionnette. Si la moto n'est pas préparée exactement comme je veux, je remballe tout et je rentre. Je vais pas risquer ma vie si quoi que ce soit va de travers. Je suis très pointilleux. Mais on va s'arranger. Je peux pas en faire qu'à ma tête parce que c'est Wilson qui a acheté les motos. Et il a investi beaucoup d'argent là-dedans. Mais c'est moi qui vais les piloter, il faut que j'ai l'esprit tranquille. Ça, Wilson l'a dit depuis le début. Mais pour que j'ai l'esprit tranquille, il faut que je puisse m'occuper de mes motos sans qu'on vienne me déranger. Je vais m'arranger avec Wilson. Les motos devront être de retour ici à une heure bien précise, et moi je devrais faire quelques courbettes aux bonnes personnes pour que ça passe. On a un contrat. On nous accorde une certaine somme d'argent. Alors Guy est censé se conduire de manière professionnelle. Mais certaines de ses remarques ne plaisent pas à tout le monde. Mais c'est peut-être ce côté rebelle qui plaît tant au public. Faut qu'on fasse avec. Si je commence à lui dicter sa conduite, ça ne marchera pas. C'est à la fois un mécanicien et un formidable pilote. Même quand les motos sont prêtes, il a besoin d'apporter sa touche personnelle. Je lui ai accordé tout ce qu'il demandait, il le sait. Alors, il faut que ça marche cette fois. On fera une vérification supplémentaire de la moto, et ensuite, ça ne dépendra plus de nous. Ce virage-là est crucial. Si on le négocie correctement, on peut gagner 10 secondes. Parce qu'après, on n'a pas besoin de freiner ou de relâcher les gaz pendant 5 km. Mais c'est un virage très difficile. Balagari. On y arrive, je viens de voir le panneau. Ce virage, il pardonne pas. Mais il faut pas y penser. Si on veut atteindre une vitesse suffisante, il faut y aller plein gaz. Voici la météo. Le ciel devrait se couvrir vers la fin de la matinée. Mais dans l'ensemble, le temps restera sec sur l'ensemble de l'île. Salut, ça va? Ça va, chef? Super. Cette année, Guy Martin aura beaucoup de concurrents sérieux. Cameron Donald a toujours été une vraie menace pour lui. Il a un tempérament nerveux, mais il est rapide, très rapide. Il y a aussi Connor Cummins, Connor vit sur l'île. Il est jeune et en pleine forme. Ryan Farquhar. Il a battu le record de victoire de Joe Dunlop en Irlande. C'est énorme. Les frères Dunlop ne vont pas se laisser faire. Michael est très agressif et il fera tout pour gagner. Je n'aimerais pas l'affronter sur un ring. Keith Amor est comme un chien en laisse. Il tire le plus fort possible jusqu'à ce qu'il arrive au bout de la course. Bruce est imprévisible. S'il se lève le matin avec l'envie de gagner, il y arrivera sans doute. John McGuinness est la star du moment. Il ne faut jamais parier contre lui. C'est lui qui a les meilleurs résultats. Quand on bat son record, il accélère un peu et il repasse devant. Personne ne connaît les vraies limites de John. Il n'a jamais eu besoin d'aller aussi loin. Il ne faut sous-estimer personne. On peut toujours se retrouver face à un pilote qui sort de nulle part et qui surprend tout le monde. Je ne sais pas grand-chose sur Hutchinson. C'est un sportif plutôt discret. Il fait ce qu'il a à faire, c'est tout. On dirait moi il y a 10 ans. Il enregistre tout. Il sait ce que ça demande de gagner une course de cette envergure. Et Guy, on dirait que toute la population veut le voir gagner. Il gagnera certainement l'une des 5 courses. Il a suffisamment de talent pour ça. Mais j'ai l'impression qu'il lui manque un petit truc. Mais au bout du compte, c'est le meilleur qui gagnera. Et personne ne désire cette victoire plus que moi.
Le danger augmente avec la vitesse, et c'est pour cette raison que le Trophy ne fait plus partie du circuit international des Grands Prix moto. Mais pour remporter l'une des 5 courses, il ne suffit pas d'être rapide. Il faut une mécanique parfaite, une endurance mentale et physique extrême, une bonne dose de chance et des arrêts au stand très courts. Un plein et une paire de pneus ne durent que 2 tours. Le temps total dépend beaucoup de ces arrêts au stand qui peuvent faire la différence entre victoire et défaite. 33 secondes. Bien joué. Mais si on fait une seule erreur, on monte à 40. Le bras oscillant qui est sur ma moto ne me permet pas de faire un arrêt au stand assez rapide. Ma moto de l'année dernière a été vendue à un habitant de l'île de Man, et je l'ai supplié de me prêter le bras oscillant. Il m'a dit pas de problème. Je vais aller le récupérer cet après-midi, et demain matin on pourra l'installer sur ma nouvelle moto. Ça me rendrait bien service. Le père de Guy a décidé de ne pas venir cette année. C'est un coup dur que mon père soit pas là. Il est toujours de bons conseils parce qu'il a 15 ans d'expérience au Trophy. Il sait exactement comment il faut que ça se passe. Je serais plus confiant s'il était là pour m'aider. Je peux m'en sortir, mais sans lui, ça va être beaucoup plus difficile. Ça me perturbe un peu. Mais j'y peux rien, il faut faire avec. Martin Finnegan était un pilote et un ami très proche. J'étais à son mariage. C'était en novembre 2007, je crois. Oui, c'est ça. Et son enterrement, c'était en avril 2008. Un de mes coéquipiers, Darren Lindsay, est mort en 2005. Il y a aussi Richard Britton. Je réparais ses moteurs. Il est mort en 2006. Et ainsi de suite. Alors je me dis, quand ton heure est venue, dans ce genre de boulot, il faut s'y préparer. C'est pour ça que je prends aucun engagement. Si j'avais une femme, des enfants et une maison à payer, je ne pourrais pas faire ce genre de compétition. Je ne pourrais pas m'investir à fond. Il faut que je m'investisse à fond. Avant même de penser à gagner une course, il faut faire les tours d'essai. On en a 5 à faire. Il va falloir modifier pas mal de choses sur les bécanes. C'est là que mon père aurait pu m'aider. Ça va demander pas mal de bricolage pour installer l'autre bras oscillant. Mais si c'était facile, tout le monde le ferait, pas vrai? Ensuite, j'irai me reposer un peu. Tous les soirs, je trouve un nouvel endroit pour garer mon van. Et je gonfle le matelas. Une petite branlette et au lit. Tranquille. Les gens sont toujours choqués, mais c'est pas un crime. Il n'y a pas de mal à ça. Dans le Trophy, il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Il y a toujours quelque chose à apprendre et toujours des occasions de se planter. J'ai pris un petit moment pour aller regarder la route. Ils l'ont déjà fermée. On entendait seulement les bruits des oiseaux. C'est un aspect vraiment unique de ce circuit. Et je me disais, la semaine prochaine, je descendrai cette route à 320 à l'heure. Ce qu'on ressent quand on vient se placer sur la ligne de départ de la course, les uns après les autres, c'est vraiment incroyable. Je n'ai jamais rien connu de tel. On n'affronte pas les autres pilotes, on affronte le circuit. Le Trophy est la course la plus intense qu'on puisse connaître. J'adore ça. Et c'est légal. On me demande souvent pourquoi je fais des courses sur route. Sur un circuit, on va vite, c'est exaltant, mais ce n'est pas pareil. C'est comme faire de l'escalade avec une corde. C'est dangereux, mais on peut se tromper. Si on tombe, la corde nous retient. La route, c'est sans filet. On escalade exactement la même montagne, mais on n'a pas le droit à l'erreur. Le moindre faux pas et c'est fini. On risque des blessures graves, ou pire. On fait du 280 ou 290 à l'heure, on enchaîne les virages, les arbres, les murs de briques. C'est génial. On est conscient du danger avant de monter sur la moto. Au moment du départ, quand on regarde la route devant soi, on a plein de choses qui nous traversent l'esprit. On angoisse.
Mais dès que le signal du départ est donné, on met les gaz et tout ça disparaît. Une fois qu'on est lancé, le bruit, le vent, l'effort physique, c'est vraiment incroyable ce qu'on s'inflige pendant cette course. On se fait des frayeurs sans arrêt, mais c'est ça qui est grisant. On ne peut pas faire semblant. On n'a pas le choix. Surtout en deux roues. Il n'y a rien de plus difficile. Dans le monde du sport, il n'y a rien de plus extrême que la course sur route. Il suffit d'une fraction de seconde. Même des gens comme Joe Dunlop, avec ses 31 ans de carrière, 26 victoires au trophy, les championnats du monde, il a suffi d'une fraction de seconde. Oh, ça doit faire mal. Oh, regardez ça. Aucune erreur n'est permise. C'est le circuit le plus difficile et le plus dangereux au monde. Il y a eu 4 fois plus de morts qu'il n'y a de kilomètres sur ce parcours. Et seuls quelques chanceux ont survécu sans dommage à une chute. Milky Quail en fait partie. Il entre dans le virage. Oh non! Quoi, il est tombé? C'est tellement exaltant que notre vie tout entière tourne autour du trophy, qu'on soit sur la piste ou non. Effectivement, ça peut être mortel. Je sais que ça a l'air dingue, mais ça fait 8 ou 9 ans que je n'ai pas participé à cette course et j'ai l'impression de ne plus avoir de repères dans la vie. Je n'arrive pas à retrouver ce sentiment d'ivresse. J'ai l'impression d'avoir atteint le summum à l'époque. Et maintenant, c'est un peu comme si j'étais un drogué en manque. J'ai du mal à m'en passer. C'est une sensation géniale. Quand j'assiste à la course, je voudrais être à leur place. Je me dis « Ouais, vas-y, attention, fonce !» Il faut trouver d'autres occupations. Le jardinage, le ménage. Parfois, j'accueille les pilotes, les invités, les journalistes. Comme ça, je pense un peu à autre chose. Milky s'occupe des participants novices. Il leur faut en général 3 ans de compétition pour apprivoiser le circuit et acquérir suffisamment d'assurance pour repousser leurs limites. Il faut avoir confiance en soi et savoir comment négocier chaque virage pour gagner de la vitesse. J'en suis encore à essayer plusieurs trajectoires pour aller de plus en plus vite à chaque fois. Je m'habitue aux formes des virages, aux bosses, aux pentes et, avec un peu de chance, je continuerai à améliorer ma vitesse. On se couche, on passe la haie et on bascule de l'autre côté. On coupe le virage et il y en a un autre juste derrière. Il faut 3 ans pour le faire correctement. Après seulement 2 participations, Jenny Tinmouth est la femme pilote la plus rapide de l'histoire du circuit. J'ai souvent l'impression de ne pas être à ma place. C'est étrange. On se sent très téméraire, presque insolent quand on fonce sur les routes. Mais ça fait partie du jeu. Quand on descend Bray Hill, on a le sourire jusqu'aux oreilles. Arrivé là, je me concentre sur le prochain virage, Balagari. On surnomme Bala Scary, ce qui veut dire effrayant. C'est vraiment un virage très rapide. C'est le plus important, mais aussi le plus dangereux du circuit. Ce qui le rend si difficile, c'est qu'on ne le voit pas venir. Là, j'arrive à toute vitesse. Je continue, et quand je vois le panneau de limitation de vitesse, je lève le pied et je rétrograde. C'est le moment le plus délicat. Je vais devoir tourner, mais je ne vois toujours pas le virage. Ça va virer à droite, mais je ne sais pas quand je dois tourner le guidon. Dès que je vois l'intérieur du virage, je me couche et je tourne. Et on passera du trottoir. Ça va tellement vite. Avec une vitesse moyenne de 211,75 km/h, John McGuinness reste le pilote le plus rapide du circuit. Il y a 100 ans, les premiers participants n'allaient qu'à 60 km/h. Depuis cette époque, même les pilotes qui n'ont aucune chance de gagner la course viennent se mesurer au célèbre circuit pour battre leur propre record. Ils essaient continuellement de diminuer le temps nécessaire pour faire un tour complet. Nick Crowe est toujours dans la course. On y est toujours un peu accro. Quand on commence à y goûter, on ne peut pas s'arrêter. Chaque fois, on essaie de faire le meilleur temps au tour possible. Je me battais contre moi-même, pas contre les autres. Tous les ans, j'essayais de faire mieux. Et j'y arrivais, jusqu'à mon accident. C'était pas de ma faute, c'était vraiment un coup de malchance. Pendant le Trophy de 2009, alors que Nick menait la course avec son sidecar, il a heurté un lièvre à plus de 250 km/h.
Il a surgi devant moi. Je l'ai percuté et ensuite je me le suis pris en pleine tête. Là, c'était terminé. Le sidecar a viré à droite dans les arbres. On a eu de la chance de s'en tirer. Chaque fois que l'un de nos pilotes se blesse ou se tue, j'ai envie de tout arrêter. Parfois, j'ai l'impression d'être un trafiquant de drogue parce qu'ils se font du mal avec ce que je leur vends. Heureusement, ça n'a jamais été de ma faute. Je touche du bois. Mais il faut voir les choses en face. Les pires, ce sont ceux qui vendent la drogue, pas ceux qui la consomment. L'année dernière, j'avais décidé d'arrêter les sidecars. Mais Nick a remonté la pente de manière incroyable et je ne pouvais pas lui dire non. Alors je lui prépare de nouveaux moteurs. Il garde le moral, c'est extraordinaire. Nick ne pilotera pas cette année. Mais son équipe va tenter de battre son record du meilleur tour en sidecar, qui est resté invaincu depuis son accident. Je ne fais que passer. Tu cherches Guy? Oui, c'est à propos de sa licence. Gary, tu as eu un problème avec ta licence? Oui, j'ai dû la rescanner. Évidemment, Guy est introuvable. Sans une licence conforme, il ne pourra pas participer aux essais. Il faut attendre son retour pour faire passer ses motos au contrôle. On ne sait pas où il est, comme d'habitude. Il devrait pas tarder, j'espère. Guy Martin est attendu d'urgence au bureau des courses. Merci. Guy Martin? Par où commencer? C'est un rebelle. Un excentrique. Il a toujours un bon mot à dire, mais en général, ça ne peut pas passer à la télé. Il est un peu de la vieille école, il nous rappelle comment on était à son âge. Il a vraiment une personnalité unique. Pour moi, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Il est trop dispersé. J'aimerais le voir gagner, mais je ne sais pas s'il en est capable. Guy est un sacré personnage. Il aime faire parler de lui. Ça fait 2 ans qu'il porte ce short vert. Ça doit sentir le moisi là-dedans. Mais les personnages hauts en couleur, ça fait partie de l'univers des courses. Guy raconte souvent n'importe quoi, mais il nous fait toujours rire. Guy dit les choses comme elles sont. C'est pour ça que les gens l'aiment. Il n'a pas peur de se mettre la hiérarchie à dos. Il est fidèle à lui-même, et personne ne voudrait qu'il en soit autrement. C'est un gars qui a du cran. C'est le John Wayne des courses de moto. Enfin, Guy revient après avoir démoli la moto d'un ami dans le sud de l'île. Et voilà, Génial. c'est réglé. Merci beaucoup. Bonne journée. Les routes seront fermées dans une demi-heure et les essais commenceront à 19h30. Maintenant que la licence de Guy est validée, les motos peuvent passer le contrôle. C'est un sacré engin que vous avez là. À plus. Il est 19h25, les routes vont être fermées. Le tour d'essai commence dans 5 minutes. 5 minutes, mesdames et messieurs. Guy Martin, numéro 8, et James Hillier, numéro 19, quittent la ligne de départ à leur tour. Les paris sont ouverts. L'année dernière, les mécaniciens m'ont dit qu'en arrivant au stand, j'avais les yeux exorbités. Le corps humain n'est pas habitué à la violence qu'il subit pendant cette course. Tout va tellement vite. Dès le premier tour, j'atteins les 200 à l'heure. C'est vraiment de la folie. C'est vraiment spectaculaire. Quand on dévale les routes sur son vélo, on se prend pour un pilote légendaire. Mais toutes les motos de course qui passent, c'est vraiment un autre niveau. Ceux qui sont venus en moto ce matin roulaient à 65 km/h maximum. Là, ils y vont plein gaz. Ils dépassent les 300 à l'heure et ils slaloment entre les murs de pierre et les haies. Il faut s'habituer à la vitesse. Ensuite, on se détend un peu. On se sent plus à l'aise sur le circuit. On va plus vite, on pilote mieux, on respire mieux. C'est un état d'esprit particulier. On dirait que tout ralentit.
On ne regarde plus les choses de la même manière. Notre cerveau se met à prévoir les manœuvres sans qu'on y pense. On anticipe les 4 ou 5 prochains virages. On doit conserver un certain élan, un certain rythme, et éviter de rentrer dans des duels stupides. Il faut se servir de sa tête. Je suis pas un concurrent très agréable. Ceux qui veulent me battre, ils doivent être prêts à me suivre, quitte à se prendre le mur à la moindre erreur. C'est comme ça que je pilote. C'est ma manière de faire, et si les gens sont prêts à prendre ce risque, alors je les attends de pied ferme. On entend les motos arriver à fond, en 6e. Ils ne décélèrent pratiquement jamais. J'ai fait des courses de moto pendant des années, et même pour moi, c'est vraiment impressionnant. Même après tout ce temps, j'ai littéralement la chair de poule chaque fois que je pense au Tourist Trophy. Je n'oublierai jamais mon premier passage à l'intersection de Saint-Ninian en descendant Bray Hill. C'était comme si j'arrivais au bout du monde et que je décollais d'une falaise. On a vraiment l'impression de voler. Et c'est le cas, pour ainsi dire. Hey, Johnny! Tu sais où est Guy? Il arrive. Le comité a saisi la moto de Guy parce qu'il l'a utilisée pour faire un tour en ville. Ils vont me passer un savon pourquoi, au juste? Tu n'avais pas le droit de prendre ta moto pour te promener en ville. C'est écrit là. Tu étais censé lire ça avant de partir, mais tu étais pressé parce que tu étais en retard. Ne recommence pas. C'est là que tu interviens, en tant que chef d'équipe. Je vais dire que c'est de ta faute, Wilson. Comme ça, je serai tranquille. Je vais tout te mettre sur le dos. Génial. Rob, t'es où? Un petit autographe? Bien sûr. Vous en avez de plus en plus, on dirait. Un peu plus chaque année. Guy récupérera sa moto après s'être excusé. C'est où le bureau des savons? Je peux reprendre ma moto? Je peux la reprendre? Ouais, vous voulez des frites? Je veux bien. Je sais que vous avez un régime strict, mais allez-y. Merci. Pas de problème. Toi, je t'aime bien. Merci, monsieur. De rien, monsieur Craig. Et voilà, c'est fait. Je passe comme ça et j'accélère tout de suite. Ça va pas être de la tarte, tout ça. Pour le pignon, c'est pareil? Ouais. One thing that I like, it's riding around on a motorbike. I'm a speed kid. When I once begin, I once won first prize 2 and 6. I know all the dirt track, dirty tricks. I'm a marvel when I'm out to win. In a 50-mile race, I am the best. I ride 5 miles and skip the rest. So come along and see me riding in the TT races. Down the hill I go at breakneck speed. See me coming down the street with the winning post on the pillion seat. Oh, come along and see me riding in the TT race. Ça ne dure que 2 semaines, mais c'est quelque chose de...
Pour moi, ça c'est comme la Coupe du Monde. C'est 50 ans de ma vie. C'est une centaine de semaines. C'est vraiment incroyable. C'est une ambiance unique. Je me suis fait beaucoup d'amis ici, qui venaient d'un peu partout et que je revoyais tous les ans. C'est vraiment un monde à part. Une seconde! On me dit souvent que je devrais pas laisser Dan participer à cette course parce qu'on a des enfants. Mais si je lui interdisais ça, ce serait la fin du monde pour lui. Je peux pas lui faire ça. C'est mon mari, je l'aime et je dois le soutenir. On est dans les tribunes avec les femmes des autres pilotes et leurs familles. On est tous très inquiets, mais on a besoin de faire des blagues et de rire. Au fond de nous-mêmes, on trouve la force de surmonter cette épreuve tous ensemble. On se soutient mutuellement. Tous les pilotes ont la même manière de se protéger. Ils se disent tous, ça ne m'arrivera jamais. Pas à moi. Mais au fond, ils savent très bien que ça peut leur arriver. Chacun a sa propre méthode pour aller de l'avant. J'ai le même casque depuis 11 ans et je porte toujours une paire de chaussettes bien précises pendant 2 semaines. Objectivement, je sais bien que tout ça n'apporte rien. Mais je serais prêt à porter une petite culotte rose si ça me permettait de gagner. Votre badge, s'il vous plaît. J'en ai pas. Il vous faut un badge. Et j'en ai pas. Alors vous ne pouvez pas entrer. Sérieux? C'est le règlement. Je ne peux pas vous laisser passer. Voilà, c'est un badge comme ça qu'il vous faut. C'est ce truc-là? Tiens, prends le mien. Ah, merci. Je te le redonne à travers la barrière, d'accord? Merci. Viens là, je te le rends. Le Tourist Trophy de l'île de Man, c'est le dernier bastion du libre choix. C'est vraiment appréciable de voir qu'ici, on accueille à bras ouverts une activité qui serait interdite presque partout ailleurs, à cause des risques qu'elle représente. Je ne comprends pas ce raisonnement. On est des êtres humains. La vie, ce n'est pas un échauffement, c'est un tour de piste et un seul. Alors autant qu'il soit génial. Là, j'attaque la grande montée. Je ralentis un peu, je rétrograde en seconde. Je longe le mur, je passe le virage, je redresse et j'accélère. Je reprends de la vitesse en attendant le prochain qui est très serré. Je maintiens la vitesse, je longe le mur, je lève le pied, je rétrograde. J'anticipe le prochain virage. Je me couche, je me redresse. Et là, je mets les gaz. Je passe encore un virage, je redresse la moto et j'accélère en suivant bien la route. Tout en douceur, je gagne de la vitesse. Je m'oriente légèrement vers la droite et je monte vers Gum Trees. Cette zone, c'est la 3e plus importante du circuit. Là, j'ai 3 virages serrés à gauche. J'attaque le premier, je redresse, je traverse la ligne blanche, j'attaque le deuxième, puis le troisième. Et là, je ralentis et je rétrograde. Je redresse, j'accélère à nouveau, je traverse la ligne blanche pour être du bon côté de la route. Puis je repasse de l'autre côté et j'accélère à fond. Ça va tout seul, parfait. C'est un vrai bonheur. Au cours des 7 prochains jours, les pilotes connaîtront bien des souffrances. 7 vertèbres fracturées, 4 côtes cassées, 2 poumons endommagés, 5 accidents graves, et bien pire. Oui, Camille. Il est là? C'est quoi le programme? Quoi? On prend le thé. Et on se prépare à se lever tôt. C'est ça, Wilson? Pardon? Ils veulent connaître le programme. Tu prends ta moto et tu fonces. Voilà. C'est pas compliqué. Il y a un peu de brouillard ce matin, mais les hauteurs sont relativement dégagées. On commence avec la course Superbike. 6 tours de circuit, 364,32 km. C'est une épreuve contre la montre. Les pilotes partent à 10 secondes d'intervalle. Ils affrontent leurs concurrents, mais aussi le chronomètre, et bien évidemment, eux-mêmes. Ils se mesurent à ce parcours légendaire et à son histoire. Dans 1 minute, le Tourist Trophy va commencer. D'après la loi des probabilités, il va gagner. J'aimerais qu'il remporte la première course. Ça le motiverait. S'il en gagne une, il en gagnera 2 ou 3 autres.
J'en suis certain. Voilà, le premier pilote est prêt à partir et il s'agit de Bruce Anstey. Il y a encore du brouillard sur Glen Crutch Cherry Road, mais la course est lancée. Bruce Anstey est déjà en train de passer Union Mills, suivi de près par John McGuinness, l'homme le plus rapide de l'histoire du circuit. Et voici Hutchie qui a remporté 2 victoires l'année dernière. Le suivant, le numéro 8, âgé de 28 ans, c'est Guy Martin qui dévale Bray Hill. John McGuinness a rattrapé Anstey et il le dépasse. John McGuinness est en tête. Le numéro 6, Cameron Donald, se rapproche de Kiss à mort. Cameron ne se laisse pas faire, il reste devant. Mais on voit venir Guy à toute vitesse. John McGuinness a pris un très bon départ, mais Connor Cummins, l'enfant du pays, le talonne avec seulement 8 centièmes de seconde de retard. Je vois sur mon écran que Connor Cummins a pris la tête au niveau de Bolovs. En temps compensé, il a 3 secondes d'avance sur John McGuinness. Mais apparemment, John a des problèmes. Il a passé Selby à seulement 219 km/h. Il y a sûrement quelque chose qui cloche au niveau de sa moto. À vous, Roy Moore. C'est vraiment serré ici. Guy Martin arrive. Oh, ça alors! Michael Dunlop a failli dépasser Guy Martin. Il s'en est fallu de peu. Connor Cummins est en tête, 6 secondes devant Ian Hutchinson. Guy Martin est en 3e position, 1 seconde derrière Hutchinson. John McGuinness est hors course. Quel dommage. Le roi de la montagne est éliminé au premier tour. Mais le spectacle continue. Que donne le classement? Connor Cummins a maintenant 14 secondes d'avance sur Ian Hutchinson. Pour la première fois depuis plusieurs années, un habitant de l'île va peut-être gagner la compétition. Cummins est à 21 secondes à présent. S'il arrive à maintenir cette avance, j'en connais qui vont faire la fête ce soir. Voici la vitesse moyenne de Ian Hutchinson, 210,013 km/h. Quant à Connor Cummins, wow, il est à 211,646 km/h. C'est une très belle performance de la part de Cummins. Cameron Donald devrait arriver à Crogney-Mona d'1 seconde à l'autre, mais je ne vois personne. Il a peut-être fait une erreur un peu plus tôt, peut-être au niveau de Signpost. Ça expliquerait son retard. Je vois venir Guy Martin qui vient faire son arrêt au stand. Connor arrive au loin. Ses mécaniciens lui font signe de venir également. Il sait qu'il a 21 secondes d'avance à Glen Helen. C'est au tour de Hutchinson. Je vois venir Cameron, qui doit se mordre les doigts d'avoir fait cette erreur. Il est maintenant 13e. Oh, Connor a calé. Est-ce qu'il va réussir à repartir? La moto ne veut pas démarrer, il perd du temps. Allez, allez. Ça y est, elle a démarré. C'est reparti pour Connor. Guy quitte également le stand. Et il nous fait une superbe accélération. À vous, Charlie. Connor est passé de 21 à 4 secondes d'avance. 17 secondes de perdu à cause de sa moto qui n'a pas voulu démarrer tout de suite. Il reste 2 tours et rien n'est encore joué. Cameron est bien décidé à rattraper son retard. En tête, nous avons Connor Cummins, Ian Hutchinson, Guy Martin et Michael Dunlop. L'ordre est le même, mais la différence de temps entre les pilotes change considérablement. À présent, voici les participants suivants. Nous avon Paul Dobbs avec son kiwi sur le casque. Jenny s'élance également sur la piste. Mais où est passé Connor? Connor Cummins n'a pas atteint Glen Helen. Je vois venir une moto au loin. Non, ce n'est pas Connor. C'est le numéro 8, Guy Martin. Apparemment, Connor a disparu. Non, Dave, on l'a retrouvé, mais il est hors course. Il a subi une défaillance mécanique à Laurel Bank. C'est vraiment une grosse déception pour Connor Cummins. C'est donc le numéro 4, Ian Hutchinson, qui mène la course, avec Guy Martin en seconde position pour l'instant. Je vois venir 3 pilotes les uns derrière les autres. Ça promet un sacré spectacle dans les prochains virages. Connor n'est pas le seul à avoir eu des problèmes au stand. On vient d'avoir cette info. Guy Martin a pris 30 secondes de pénalité. Il passe donc de la seconde à la 4e place. Ian Hutchinson, le jeune pilote de 30 ans originaire du Yorkshire, est toujours en tête du Superbike. Michael Dunlop est en seconde position. Hutchie
va certainement gagner, mais il faut garder un œil sur Cameron Donald, qui a bien rattrapé le retard après son erreur à Signpost. Il pourrait bien dépasser Michael Dunlop. Je vois qu'on sort le drapeau à damier. Je vois venir Ian Hutchinson qui remporte la course. Nous avons donc dans l'ordre Hutchie, Dunlop et Donald. Guy est en 4e position à cause d'une pénalité. J'étais à côté des stands et j'ai entendu quelqu'un dire que Guy allait trop vite en traversant les stands et qu'il aurait une pénalité. C'est tout ce que je sais. On a perdu la 2e place. Quand on l'a annoncé à Guy, il est allé directement dans son van sans même retirer son casque. Mais il va revenir. C'est une énorme déception pour lui. Il a parcouru les 360 km à fond et il reçoit une pénalité pour rien. C'était seulement 1 ou 2 km/h de trop. 30 secondes de pénalité pour ça, c'est vraiment sévère. Il aurait dû en prendre 5, à la rigueur. On mesure la vitesse moyenne sur une certaine distance. Comment est-ce qu'ils peuvent certifier que cette distance est précise au millimètre près? Nous avons un règlement très détaillé. Et il faut également préciser que c'est le chef chronométreur qui est seul habilité à prendre ces décisions. Une fois qu'il a validé un certain temps ou une certaine pénalité, c'est sans appel. D'accord? On ne peut rien faire. Maintenant, il faut attendre les prochaines courses. Il y en aura 2 lundi. Il faut que Guy oublie la course d'aujourd'hui. Il y aura une autre Superbike vendredi. Il faut passer à autre chose. Nous sommes lundi et 2 nouvelles courses se préparent, dont une à 10h45 avec les motos de 600 cm3. Guy Martin prend immédiatement la tête. À Balaf, Guy Martin mène toujours la course, juste 1 seconde devant Ian Hutchinson. Dan Nin est en 3e position. Guy conserve son avance à Ramsey. Il semble bien décidé à ne pas perdre de temps cette fois. Mais Ian Hutchinson le rattrape au bungalow. Et oui, il prend la tête à la fin du premier tour. Guy Martin semble très à l'aise entre les tribunes et le bungalow. C'est là qu'il est le plus rapide. Mais sur le reste du circuit, Hutchie a l'avantage. C'est absolument fantastique. Guy Martin mène la course. Ian Hutchinson reprend l'avantage. Guy Martin est à nouveau en tête. Et Hutchie vient de le dépasser à nouveau. C'était rapide. Charlie, Guy a combien de retard? Il est à 3 secondes et 3 centièmes derrière Hutchie sur l'arrêt au stand. Les mécanos lui disent qu'il peut y arriver et il y a sans doute des milliers de gens qui aimeraient le lui dire aussi. Écartez-vous! Est-ce qu'il y a eu un problème au stand? Qui mort est juste derrière Guy. Michael Dunlop passe en 3e position. Ian Hutchinson a maintenant 4 secondes d'avance sur les autres. Mais Guy Martin ne se laisse pas faire. Et il est en train de remonter progressivement. C'est bientôt la fin de la course pour Hutchinson, mais Guy Martin le rattrape. C'est une performance extraordinaire. Est-ce que ça lui permettra de gagner une course au trophy pour la première fois? Hutchie vient de franchir la ligne d'arrivée. Guy était parti 40 secondes après lui. Le chronomètre est lancé. Est-ce que Guy va faire un meilleur temps que son adversaire? 37, 38, 39. Ian Hutchinson a gagné de 3 secondes et 3 centièmes. Guy Martin est 2e et Michael Dunlop est en 3e position avec une vitesse moyenne de 203,722 km/h. Sur le podium, nous avons donc Hutchinson, Martin et Dunlop. À vous, Chris Kinley. Guy n'est plus là. Tim, tu sais où il est? Il a quitté la piste. C'est tout ce que je sais. Il n'est pas allé rejoindre les 2 autres vainqueurs. Je ne sais pas où il est parti. Il va falloir le retrouver. Ce n'est pas la faute de Paul, Guy. Il fait son boulot, c'est tout. C'est pas lui qui a écrit le règlement. Je suis censé faire quoi? Franchement. Fais-le pour Wilson, s'il te plaît. D'accord. S'il te plaît. D'accord. C'est bon. S'il te plaît. C'est bon, j'y vais. Merci. On y va. Tu trouves pas ça frustrant? C'est pas une raison pour te venger sur ceux qui te soutiennent. 0,18 km/h. Attends. Calme-toi, Guy. Attends un peu. Je te règle le micro. Alors, où t'étais passé? J'ai pris une pénalité pour 0,18 km/h de trop. Alors maintenant, je fais ce que je veux. Tu parles de la course de samedi, c'est ça? Ouais. Très bien, je te laisse y aller. Je te retrouverai plus tard. Merci beaucoup, Guy.
On dirait que Guy Martin a exprimé son mécontentement. Si je marchais à 0,18 km/h, j'irais loin à votre avis? Vous voulez que je vous montre? Quelle blague. 30 secondes de pénalité pour ça. Écoutez ça. Ils ont bien mérité ces applaudissements. C'était une course formidable et une chose est sûre, ils ne sont pas prêts de l'oublier. Mais Guy Martin ne reste pas sur le podium, il s'en va déjà. Il emmène sa bouteille de champagne par contre. Comment vous vous sentez? Ils me cherchent, ils me trouvent. Ils sont sans arrêt en train de me gonfler. Faut pas faire ci, faut pas faire ça, attention aux médias. Rien à foutre. Ils mettent des bâtons dans les roues, moi je vais faire pareil, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et c'est que le début. Attendez un peu que je gagne une course. J'ai même pas réfléchi. J'ai réagi purement par dépit. Mais ça sert à rien de toute façon. J'ai fait une interview hier matin et j'ai dit « Je suis content d'être le 4e, c'est exactement ce que je voulais. » Bien sûr que non, je voulais gagner. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça aurait pu être pire. Au moins, on est toujours là. Je me débrouille pas mal. Mais pas assez bien, Hutchie m'a battu. Je sais ce que j'ai à faire. Il reste encore 3 courses. Ça va venir. C'est Ryan Farquhar qui mène la course, et il a l'air en pleine forme. Guy a dû avoir un problème au départ, il était loin derrière les 10 premiers. Hutchie gagne avec 1 seconde et 3 centièmes d'avance, suivi de Ryan et Connor. C'est un magnifique coup du chapeau pour Hutchie, 3 victoires de suite. Et il reste encore 2 courses en solo. J'ai vraiment donné tout ce que j'avais. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Allô? Ah, salut. Quoi de neuf? Non. Je regarde des vidéos embarquées pour mettre au point un plan d'attaque. J'ai celle de Jeffries en 2002 et des passages filmés par Hutchie. Je vais trop vite dans les virages difficiles et je perds la course sur les lignes droites. Et voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez signer ici. Bien sûr. Merci. J'espère que vous allez gagner la course. Oui, moi aussi. Je suis avec Paul Dobbs. Comment ça va, Paul? Bien, et vous? Que pensez-vous de la météo? Vous avez dû vous lever ce matin et vous dire « Oh non !» Oui, mais peut-être que la course sera maintenue si ça s'arrange. Très bien, Paul. Je vous laisse vous préparer. Vous vous sentez prêt pour la course? Pas du tout. Je peux pas y aller avec un temps pareil. C'est trop dangereux. Et voilà. Guy, elle est amoureuse de toi. Guy Martin est en 4e position. Hutchie arrive comme une fusée. Keith Amor est 3e et Michael Dunlop mène la course. Mais de seulement 1 seconde et 82 centièmes. Moins de 2 secondes d'avance. Je crois que Hutchie a réussi. Michael Dunlop passe la ligne d'arrivée. Mais Ian Hutchinson a gagné la course et bien plus que ça. Il vient de réaliser une performance historique.
Il est le premier pilote à avoir gagné les 4 premières courses du Trophy. Et le deuxième, après Philip McCallan, à avoir remporté 4 courses en une semaine. Ian Hutchinson est le nouveau roi de la montagne. James McBride est parti. Ensuite, ce sera au tour de Paul Dobbs, suivi du Gallois Paul Owen. Ça fait plaisir de le revoir sur le circuit. Sur la ligne d'arrivée, j'ai serré la main de Paul en lui souhaitant bonne chance. Je devais attendre 10 secondes pour le suivre. Il a démarré très vite. Je l'ai vu s'éloigner et disparaître. Je comptais chaque seconde. On les entend descendre la pente, puis remonter en accélérant à fond. On sait tout de suite si c'est un jeune ou pas. Les pilotes plus âgés ont tendance à rétrograder avant d'accélérer. Ils passent soigneusement la vitesse et ils mettent les gaz, alors que les jeunes misent uniquement sur l'accélération, sans se servir de la boîte de vitesse. Il a passé le virage, mais il a touché le bord. La moto a décollé. Elle a atteint la même hauteur que le sommet de l'arrêt de bus qui est au coin. On aurait dit un champ de bataille. J'étais en train de le rattraper à proximité de Balagari et je l'ai vu prendre le virage. Quand j'ai aperçu les drapeaux jaunes, je me suis dit, soit son moteur a lâché, soit il a eu un accident. J'entendais les autres pilotes approcher, alors j'ai attrapé un drapeau jaune pour leur faire signe de ralentir. Les médecins ont fait tout ce qu'ils ont pu pour lui. Mais je pense qu'il aurait choisi ça plutôt que de mourir en voiture à cause d'un tracteur qui l'aurait percuté, par exemple. On est des pilotes, on connaît les risques, on est conscient que ce n'est pas un jeu. C'est pour ça qu'on s'entraide chaque fois qu'on peut. Et malheureusement, c'est un sport qui peut coûter la vie à ceux qui sont vraiment passionnés. Paul en faisait partie. À chaque trophée, il y a 1 ou 2 moments où je bascule dans un état très particulier. Tout autour de moi, je vois les gens, les motos, les combinaisons. J'entends la sirène de l'arrêt au stand. Je baigne au milieu de tout ça et c'est un vrai bonheur. Et ce jour-là, j'ai pensé, ça me manquerait tout ça. S'il arrivait quelque chose à Dobbsie et que je décidais de ne plus revenir. Et 1 heure plus tard, on peut perdre ce qu'on aime à tout moment. Il suffit de se faire heurter par un bus en traversant la rue. On en parle souvent, on plaisante entre nous. Les pilotes disent « Je ne sais pas si je serai là la semaine prochaine ». Mais quand on a ça à l'esprit, même à un niveau subconscient, on savoure vraiment la vie. On apprécie d'autant plus les gens qu'on aime, leurs particularités et la chance qu'on a. On participe à ces courses uniquement pour s'amuser. C'est la seule raison. Il faut profiter de la vie autant qu'on peut. Et on veut partager ça avec nos enfants. Ils nous accompagnent, ils adorent ça, ça fait partie d'eux. Ce sont les moments qu'on a vécus tous ensemble avec Dobbsie qui ont fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils sont formidables. Ce sont des enfants très forts, très drôles. On s'amuse énormément. Et ça change pas. On s'amusera quoi qu'il arrive. On fait de la moto, on met de la musique, on danse dans la cuisine. Et on aime toujours le trophée. Ça non plus, ça change pas. La mort, la perte, c'est vraiment terrible, mais ça fait partie intégrante de la course et de ce qu'elle nous fait vivre. On le sait tous. Ce serait pas aussi grisant s'il n'y avait pas cette part de risque. C'est pour ça qu'ils y participent.
Nous avons reçu la confirmation qu'un deuxième pilote est décédé pendant la course d'hier. Martin Leucht, un Autrichien de 48 ans, a perdu la vie dans un accident à Quarry Banks. On est vendredi. C'est le jour de la senior, la dernière course du trophy. C'est la course la plus importante de l'année, le gros lot. Pour le vainqueur, c'est la gloire assurée. C'est considérable. On va tous se donner à fond. Tout le monde est prêt et je sais que Guy est à la hauteur. C'est lui qui vient d'arriver, à l'instant. Avec son vieux vélo plein de terre, comme d'habitude. Si Jan Hutchinson remporte sa 5e course, ce serait un exploit sensationnel. Est-ce que John McGuinness comptera sur le podium? J'ai fait 2e, j'ai fait 4e hier et 5e l'autre jour. Pas terrible comme semaine. J'ai eu beaucoup de problèmes sur la configuration de la moto. Mais ça donne matière à réfléchir. Je dois jouer le jeu et faire de mon mieux sur le circuit. On verra bien ce que ça donnera. Je vais faire tout mon possible pour gagner. Je passe mon temps à regarder les vidéos du parcours pour me préparer le mieux possible. Mais des fois, je me dis, peut-être que j'en fais trop et que ça me bloque. Il va falloir que j'y aille franchement. Cette histoire de pénalité, c'était pas si grave que ça. Ça aurait pu être pire. Mais sur le moment, quand on m'a annoncé ça sur le circuit, je crois que si j'avais croisé le mec qui a mesuré mon excès de vitesse, je l'aurais massacré. Non, en fait, je vous jure, je l'aurais démoli. Je suis pas du genre violent, mais il y a des limites à tout. Sur un événement pareil, 0, je sais plus combien, c'est une blague. J'ai gagné 4 courses. Ce serait formidable de gagner la 5e. Ce serait vraiment le rêve. Mais évidemment, ils vont tous faire de leur mieux pour me battre. Même si je trouve que d'un certain côté, ils s'en voudront moins si une seule personne gagne toutes les courses. Ils ne peuvent rien y faire. Ce n'est pas comme si 4 personnes différentes avaient gagné, mais pas eux. Je trouve qu'il y a moins de pression dans le cas présent. Mais en même temps, c'est la dernière course pour cette année. S'ils veulent vraiment remporter une victoire au trophy, c'est leur seule chance. Je pense que beaucoup de gens vont encourager Connor Cummins, l'enfant du pays, pour la dernière course du trophy. Il faut pas que je sois énervé pour la course. Écouter du hard metal à fond, c'est pas la bonne stratégie. Je vais plutôt écouter un peu de musique soul. Et fumer une dizaine de cigarettes. Vous en pensez quoi? Ça t'aiderait? Ouais, mais je dois pas fumer. Je reprendrai la cigarette après juillet. Au cours des 2 dernières semaines, j'ai eu très envie, plusieurs fois. Mais j'ai résisté, j'ai pas fumé. Alors j'écoute de la musique soul, je fais semblant de fumer, et je prends les choses comme elles viennent. Le tour de formation se termine. Il ne reste plus qu'1 heure avant le lancement de la course senior du Tourist Trophy à 12h30. Bien sûr, nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que les choses se mettront en place. Est-ce que Jan Hutchinson va entrer dans l'histoire? Il a amplement prouvé son talent sur ce parcours. Et voici le numéro 1, Bruce Henstey. John McGuinness détient toujours le record de vitesse sur un tour avec une moyenne de 211,754 km/h. De l'autre côté de Glen Crutch Cherry Road, j'aperçois les fans de Guy Martin, qui reste l'un des grands favoris, de même que Connor Cummins, le numéro 10. Plus que quelques secondes. Tous les yeux sont fixés sur le drapeau. Et c'est parti! Bruce Henstey, John McGuinness, Ian Lockhart, Hutchie avec le numéro 4, Keith Amor, Cameron Donald, Michael, le numéro 7, suivi de Guy Martin, qui fait un magnifique démarrage. C'est Guy Martin qui est en tête, mais je vois sur mon écran qu'il n'a que 4 ou 5 dixièmes de seconde d'avance sur Connor Cummins. Jan Hutchinson est seulement à 6 centièmes de seconde derrière Cummins. Et c'est ensuite John McGuinness, le numéro 2, à 74 centièmes de seconde. Les 4 premiers se tiennent dans un intervalle de seulement 1 seconde et demie.
Guy Martin attaque la ligne droite. Sa vitesse moyenne au premier tour vient d'être mesurée. 210,998 km/h. C'est un nouveau record personnel pour Guy. Décidément en très grande forme. Le duel commence entre les numéros 8 et 10, Guy Martin et Connor Cummins. Ils mènent la course, mais Hutchie et John McInnes ne sont pas loin derrière. Connor a pris la tête, il a dépassé Guy Martin, mais il n'a que 58 centièmes d'avance. Ça se joue à une fraction de seconde. Guy Martin a réduit l'écart. Il n'y a plus qu'un dixième de seconde de différence entre Cummins et lui. La lutte est extrêmement serrée. Je viens d'apercevoir Guy Martin, c'est une vraie fusée. Regardez à quelle vitesse il vient de passer. Voici les nouveaux résultats de Guy Martin, 210,248 km/h. On attend maintenant l'arrivée de Connor. Le voilà, 209,662 km/h. Ils ont fini de changer le pneu de Guy et il est parti. Un très bel arrêt au stand réalisé par l'équipe de Wilson Craig. Les mécaniciens de Connor Cummins ont presque fini également. Ça y est, Cummins repart à toute vitesse. Et voilà Guy Martin! On a constaté un intervalle étrangement long entre Hutchison, Michael Dunlop et Keith Amor. Pendant quelques secondes, la route est silencieuse. On attend toujours le numéro 8. C'est Connor Cummins, le numéro 10. Nous n'avons pas vu Guy Martin. Il a disparu. Attention, drapeau rouge. Je répète, drapeau rouge. On ne sait pas trop ce qui se passe. La course a été arrêtée pour permettre aux pompiers d'intervenir. Quelque chose de grave est arrivé à Balagari. Depuis 100 ans, c'est seulement la deuxième fois qu'une course senior est interrompue. Incident à Balagari. Guy Martin n'a pas atteint Glen Helen. Ils ont sorti le drapeau rouge. On pense que Guy a eu un accident et que sa moto a pris feu. C'est l'une des seules raisons pour lesquelles la course peut être interrompue. Tout le monde a l'estomac noué. Les mécaniciens de l'équipe de Wilson Craig font les 100 pas. On voit qu'ils sont nerveux. Ils n'en savent pas plus que nous. On a entendu dire que Guy avait disparu avant d'atteindre Glen Helen. On préfère se dire que c'est une défaillance mécanique plutôt qu'un accident. Ensuite, on a entendu parler d'une haie en feu à Glenvine. À part les pilotes et les employés, nous demandons à tout le monde de quitter le parc fermé. Merci. On voyait le feu à plus d'1 kilomètre. Les employés m'ont fait signe de ralentir. En passant devant, j'ai vu que c'était une botte de foin qui avait pris feu. J'ai vu la moto couchée par terre. Je me suis dit, bon, j'ai passé la zone de l'incident. Et un demi-kilomètre plus loin, j'ai vu Guy. Et là, j'ai fait, oh non. Il y a eu un incident. Guy avait disparu, donc c'était forcément lui. Il a percuté quelque chose et il roulait sans doute à plus de 270 km/h. Quand on est éjecté à cette vitesse, on ne s'en relève pas. On est très inquiet.
C'est là que Paul Dobbs a eu son accident. Et il n'a pas survécu. On croise les doigts pour Guy et on espère qu'il a eu plus de chance. On ne peut rien faire d'autre à part attendre. Il a dû faire une petite erreur de pilotage et il a percuté un mur. Ça se présente mal. Quand je suis passé sur le lieu de l'accident, on aurait dit qu'une bombe avait explosé. Le mur et les bottes de foin étaient en feu. Et Guy était couché sur la route avec la moto en plusieurs morceaux. C'était atroce. Alors on croise les doigts et on attend des nouvelles. Le nouveau départ sera donné à 14h15 pour une course senior de 4 tours seulement. C'est comme ça, on est tous volontaires. Personne ne nous met un revolver sur la tempe. On adore cette course. Et si jamais les choses tournent mal et que le pire se produit, au moins on meurt heureux. En attendant, le spectacle continue. On repart sur 4 tours complets et la vitesse sera toujours aussi élevée. Voici les conditions actuelles. La route manque d'adhérence à Balagueri. Le reste du parcours est bien sec. La visibilité est bonne. Course en 4 tours. Je croise les doigts pour Connor. Je sais qu'il nous offrira encore un spectacle magnifique. Et s'il m'entend, je suis avec toi, mon pote. Quatre tours, 242,88 km. John McGuinness part en premier. Il menait la course au moment de l'interruption. Voici Ian Hutchinson. Et voilà Connor Cummins qui se débrouille très bien jusqu'à présent. Il doit maintenir l'effort pendant toute la durée de la course. Je vois passer McGuinness qui a pris une petite avance. Il précède Hutchie de 61 centièmes de seconde. Je suis au regret d'annoncer que Michael n'est plus dans la course et Cameron descend de moto. Voici maintenant Connor, très déterminé. Nous sommes à Glen Helen pour le deuxième tour. Apparemment, McGuinness a également dû abandonner la course. Ian Hutchinson est en tête avec 3 secondes et 12 centièmes d'avance sur Connor Cummins. Et nous avons des nouvelles du bungalow. Ian Hutchinson est toujours en tête. Nous attendons maintenant l'arrivée de Connor pour savoir quelle est l'avance de Hutchie. On vient de m'informer que Connor a chuté au niveau de la véranda et qu'on s'occupe de lui. La course est donc terminée pour lui. Ian Hutchinson franchit la ligne d'arrivée et achève une performance historique. En une semaine, il a gagné les 5 courses du Tourist Trophy. C'est extraordinaire. Le jeune pilote de 30 ans vient de réécrire l'histoire de l'un des plus grands événements motocyclistes du monde. On l'a entendu arriver à toute vitesse, le moteur à fond. Il a franchi le virage. Sa trajectoire était superbe, il faut lui reconnaître ça, mais il a perdu le contrôle. La moto est tombée à terre, et à l'impact, elle s'est transformée en une véritable boule de feu. C'était comme si on regardait le générique d'une série télé ou d'un film d'action avec les flammes qui remplissent l'écran, et une silhouette qu'on distingue par-dessus. C'était Guy. Là, je me suis dit, ça y est, il faut qu'on y aille. Ça m'a frappé et j'ai réagi immédiatement. J'ai ramassé ma trousse de premier secours et j'ai vu Guy passer en vol plané devant moi, suivi par la moto en flammes. Elle s'est écrasée sur le côté, avec de la fumée partout. On ne voyait presque plus rien, c'était vraiment chaotique. Et Guy était au milieu de tout ça. Je lui ai dit, je ne découpe pas ton cuir, je t'examine d'abord. Et il m'a répondu, non, non, ne le découpe pas. Je comprends ça. Je suis un motard aussi et je ne voudrais surtout pas qu'on découpe mon cuir. Mais il allait bien, il s'en était sorti. Il devait sûrement y avoir quelqu'un qui veillait sur lui. Il a eu de la chance. Je me suis dit, ça se passe plutôt bien. Je suis passé de 0 à 211 km/h. J'ai un peu perdu sur la vitesse moyenne au moment de l'arrêt au stand. Je me battais pour rester en tête. En sortant des stands, j'ai bien tenu jusqu'à Glen Vine. J'ai pris le virage. Je pensais que je pouvais assurer la trajectoire. J'avais une bonne adhérence. J'ai essayé de prendre le virage au mieux. J'ai atteint ce point où on sent que ça tient, mais qu'on ne peut pas aller plus loin.
J'étais reparti du stand avec un réservoir plein, et j'avais imaginé que je conserverais suffisamment d'adhérence à ce moment-là. Mais apparemment non. Je pense que le réservoir plein a changé la donne. J'ai perdu le contrôle. C'est l'un des virages les plus rapides du circuit. Je devais être à 260 ou 270. Je me disais, c'est bon, je l'ai. Non, je l'ai pas. J'ai dû sauter de la moto. J'ai évité le plus gros de l'incendie. Je me suis seulement brûlé un peu les sourcils et la frange. Et j'ai dû me prendre le mur. C'est très flou. J'étais dans les vapes, mais je m'en suis sorti. Je vais plutôt bien. Ça aurait pu être largement pire. En fait, j'ai rien. J'ai juste les genoux à vif parce que j'ai glissé sur le sol à 260 à l'heure, alors ça chauffe un peu. J'ai pas mal de brûlures à cause du frottement. Des côtes cassées, un poumon perforé, 4 vertèbres déplacées et 2 vertèbres cassées. À part ça, je suis comme neuf. Alors, je suis tranquillement allongé, je remue les jambes et je me dis que je suis invincible. Et après, j'essaie de me lever et... Aïe, en fait non, ça va pas si bien que ça. Avec la colonne vertébrale, il faut pas se précipiter. Pour l'instant, la fracture est stable, mais si je force trop, ça peut s'aggraver. Connor est un peu plus loin, et son dos est dans un état bien pire. Ils vont l'envoyer dans un autre hôpital pour lui mettre une vis entre l'épaule et le coude. Mais c'est le jeu, camarade. On connaît tous les risques. Personne nous oblige à le faire, c'est comme ça. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Exactement. Mais ce n'est que partie remise. Je vais en baver un peu, mais ça passera. J'y arriverai. Je crois que je suis monté sur le podium tous les ans depuis 1997. Alors ça fait bizarre d'avancer le long de la piste et de ne pas entendre les applaudissements. J'étais en tête de la première course et après tout est allé de travers. Pour la senior, j'avais environ 11 secondes d'avance jusqu'à l'accident de Guy. On a arrêté la course, puis on est reparti à zéro. Il fallait à nouveau se préparer, se concentrer. Ça s'annonçait plutôt bien et là j'ai eu une défaillance au niveau du coupe-circuit. Un câble s'est détaché, la soudure a lâché, et je me suis retrouvé complètement hors jeu. Mais c'est ça le trophy. J'ai eu beaucoup de chance pendant des années, j'ai gagné beaucoup de courses, mais la roue tourne un jour ou l'autre. Et encore, je m'en tire bien par rapport à Guy Martin ou Connor Cummins. Je suis encore en un seul morceau. Je vais rentrer chez moi, remettre de l'ordre dans mes idées et voir les possibilités qui s'offrent à moi pour l'année prochaine. Si je le sens pas, peut-être que j'arrêterai. On sait jamais. Avec les enfants, il y a eu des moments difficiles. J'ai pas essayé de leur cacher quoi que ce soit et on a beaucoup pleuré ensemble. Et puis après, on s'est dit, on fait quoi? On essaie de passer à autre chose. Je pense qu'il faut profiter de la vie, tout simplement. Apprécier ce qu'on a tant qu'on l'a. On ne peut pas choisir ce que la vie nous donne, mais on peut choisir d'en profiter ou pas. Je suis retourné sur le lieu de mon accident. Il y a encore des traces de peinture verte sur le sol, là où ma moto a glissé. J'ai vu l'endroit précis où j'ai perdu le contrôle et là où je me suis retrouvé après ma chute. J'ai contemplé cet endroit et j'ai repensé aux blessures que j'ai subies. C'est un peu démoralisant. Le pire, c'est mon dos. 5 fractures et une grosse cicatrice à cause des obstacles que j'ai rencontrés en dégringolant le long de la pente. J'ai aussi 4 fractures au bras avec des lésions nerveuses, mais ça se rétablit bien. Je me suis déboîté le genou, j'ai quelques égratignures, une fracture au bassin et à l'omoplate, et un poumon endommagé. Il m'a fallu un certain temps pour accepter tout ça, pour me faire à cette idée. C'est un processus difficile. Mais je ne vais pas abandonner pour autant. J'ai 24 ans et je reconnais que j'ai eu de la chance, mais j'aime toujours autant les courses de moto et j'ai des objectifs à atteindre. Dès que je peux, j'y retourne. Je refais la course et quand j'arrive dans cette zone, je prends le virage comme d'habitude. C'était violent comme accident, mais la vie continue.
Le monde ne s'est pas arrêté de tourner pour moi. C'est un magnifique départ. L'un des pilotes a chuté. Je crois que c'est Ian Hutchinson, le pilote qui a gagné les 5 courses du Tourist Trophy en une semaine. C'est vraiment pas de chance. J'ai eu un accident pendant l'une des dernières courses de l'année, sur un petit circuit. Voilà le résultat. C'était plutôt grave comme accident. Je me suis fait rouler dessus. Ils ont dit qu'ils allaient peut-être devoir m'amputer. J'ai dit non. Je ne pensais qu'à une chose. J'ai besoin de ma jambe pour continuer à faire de la moto. C'est tout ce qui compte pour moi. Je voulais récupérer mon pied. Et pas seulement un pied inerte au bout de la jambe. Je voulais un pied 100% fonctionnel pour pouvoir continuer mon métier. C'est arrivé pile au bon moment quand j'y pense. La saison reprend dans 7 mois. Il va falloir que je reprenne l'entraînement pour me préparer à la première course de l'année prochaine.